Oui, clairement, KTM est dans la mouise du point de vue de ses moteurs. On va aussi parler des derniers chronos avec les machines 850 cm3, on va parler de pneumatiques et de pression, revenir aussi sur évidemment d'autres actualités du MotoGP. J'espère que cette vidéo va vous plaire, pensez à lâcher le petit like et on est donc parti. On commence donc avec ce test 850 cm3 qui a été effectué sur le circuit de Barcelone. Alors c'était les pilotes tests qui étaient présents et on a pu avoir quelques chronos qui ont fuité et le pilote qui a été le plus rapide c'est Nicolo Bulega avec cette toute nouvelle Ducati. Et le chrono de l'italien est vraiment très intéressant parce qu'il a fait 1:39.2, ça veut dire qu'il est à 1 seconde 7 du record de la piste établi par Alex Marquez en 1:37.5. Donc c'est quand même un sacré chrono qu'est allé chercher Bulega avec ses nouvelles motos. Alors, il y a quand même quelque chose qui, je pense, par exemple, peut aussi un peu aider Bulega et qui a pu aussi peut-être amener la Ducati à la première position de ce test, c'est qu'il ne faut pas oublier que Bulega est un pilote world de Superbike qui roule avec des pneus Pirelli en Superbike et que justement là, ces nouvelles motos, on a aussi des pneus Pirelli, donc peut-être aussi que ça a aidé dans la hiérarchie des constructeurs de ce test. Même si, je rappelle, et c'est toujours important de le dire, ces chronos n'ont pas une véritable valeur d'analyse. Je vous les donne parce que nous, on a envie de savoir, on a envie de gratter toutes les informations possibles avec ces nouvelles motos, mais voilà, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. En tout cas, pour les autres pilotes et constructeurs, on retrouvait Dani Pedrosa avec la KTM à un peu plus de 7 dixièmes. Ensuite, Takaaki Nakagami avec la Honda à plus de 8 dixièmes. Et pour conclure, l'Aprilia de Lorenzo Savadori à un peu plus de 9 dixièmes. Vous remarquerez qu'on a donc des chronos et des informations pour tous les constructeurs, sauf un, pour Yamaha. Peut-être que c'est aussi en lien avec les dernières actualités que je vous ai données dans mes précédentes vidéos. Ou peut-être qu'il y aurait quand même du retard chez le constructeur japonais sur cette nouvelle machine. Et en parlant de la saison 2027 et de ces nouveaux pneus Pirelli, il y a un système qui est arrivé en MotoGP il y a quelques années qui a fait beaucoup débat. C'est le système de pression de pneus où on ne peut pas aller en dessous d'une certaine pression. Ça a amené à des sanctions et à des situations des fois un petit peu ubuesque, parce que plusieurs heures par exemple après la fin d'une course, finalement on pénalise un pilote qui perd son podium ou ci ou ça. Bref, ça a été souvent quand même quelque chose d'assez particulier, même si on comprend bien sûr pourquoi ce système a été amené en MotoGP, afin d'avoir une meilleure sécurité et surtout de faire en sorte que les constructeurs ne jouent pas trop avec la limite, ce qui pourrait évidemment ensuite amener de gros problèmes. Mais bref, avec l'arrivée de Pirelli en 2027, on peut se poser des questions si ce système, oui ou non, va rester, et ça a été confirmé que oui. Et récemment, on a pu avoir donc quelques propos de Pirelli qui expliquent un peu la situation. Un point aussi assez intriguant, c'est que techniquement, avec ces pneus Pirelli qui sont sur le papier différents des pneus Michelin, on pourrait aussi peut-être à l'avenir avoir des changements. Bref, on se lit tout ça. Le directeur de la compétition moto chez Pirelli, Giorgio Barbier, a donc déclaré: nous avons toujours dit que nous allions la maintenir. Je ne sais pas d'où vient l'idée contraire. Nous devons faire preuve d'un grand respect envers l'actuel fournisseur du MotoGP. Si au bout de 11 ans ils ont établi une règle avec la Dorna, en estimant que rouler avec une pression basse pouvait constituer un danger, je ne vais pas, moi, affirmer que ce danger n'existe pas, car je ne connais pas encore parfaitement les MotoGP. D'où vient cette surchauffe des pneus avant? Probablement de l'aérodynamique, des disques en carbone, du fait que plusieurs motos roulent dans le sillage les unes des autres, avec un aérodynamique qui fait beaucoup chauffer le pneu avant de celui qui se trouve derrière. C'est une situation que je ne rencontre pas en Superbike, ni que je peux tester en Moto 2. Je ne peux donc pas affirmer que Pirelli ne rencontrera absolument pas ce problème. Maintenant, il déclare: il est clair que nous avons une autre construction, d'autres matériaux, d'autres plages de fonctionnement par rapport aux pressions. Je ne pense pas qu'un pneu Pirelli fonctionne mieux à 1,4 K de barre. Par conséquent, nous n'aurons probablement pas ce genre de problème. Mais si l'on se réfère aux pressions recommandées par Pirelli, il faudra voir si cela devient un problème lorsque l'on descend en dessous de cette fourchette. Donc pour l'instant, nous allons maintenir la règle en espérant ne pas avoir à l'appliquer. Nous déciderons ensuite s'il faut le modifier ou le supprimer. J'avais donc pas mal envie de vous lire ce bloc de déclarations parce que ça permet de mieux comprendre la vision de Pirelli. Et globalement, on arrive en MotoGP avec pas énormément d'expérience sur ce que c'est que d'avoir des pneus pour ces motos. On l'a compris, évidemment que c'est aussi quand même un groupe qui a de l'expérience bien sûr dans le monde de la moto. On a des pneus en Superbike, on a des pneus dans d'autres catégories, donc c'est évident. Mais les MotoGP, ce sont des motos à part, c'est vraiment particulier. Et donc on comprend bien qu'on veut arriver dans la catégorie
en essayant de prendre le moins de risques possible, et on va pas enlever une règle si on ne sait pas exactement si ça ne va pas causer des soucis aussi derrière. Mais c'est intéressant de voir que, selon eux, dans un premier temps, ils se disent quand même que ça devrait aller, et que, je suppose, s'il n'y a pas de problème, c'est peut-être aussi une règle qui pourrait disparaître de la catégorie. Moi, je serais plutôt pour, donc, bon, c'est un gros débat, cette règle, elle reste logique en MotoGP, même si son application est des fois un peu frustrante. Bon, comme je vous l'ai dit, maintenant on se reconcentre sur cette saison 2026. Et je pense que si vous avez suivi la première partie de saison, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu quand même un sacré comeback. Surtout là, dans les derniers Grands Prix de cette première partie. C'est évidemment Marc Marquez qui a fait un retour tonitruant, qui avait plus de 100 points d'écart et se retrouve maintenant à moins de 20 points du leader. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette première partie de saison. Et justement, Gigi Dall'Igna est revenu un peu là-dessus et je trouvais ça assez intéressant de vous en parler. Dall'Igna sur Marc Marquez déclare: il a imposé le rythme avec un pilotage propre et rapide, tout en maîtrisant sa moto sans jamais trop en faire, avec la régularité et la solidité qui le caractérisent. Le talent d'un véritable champion qui ne cesse d'affiner sa maîtrise, même avec un pilotage à première vue moins spectaculaire, mais optimisé pour faire ce qu'il faut, quand il le faut, sans prendre de risques inutiles et avec une sublime élégance. Je repense au Marc qui comptait 102 points de retard sur le leader après le Mugello. La période post-opératoire n'aurait pas pu mieux se dérouler. La moto a brillamment retrouvé la voie et son sourire est de retour dans le garage. Nous sommes tous absolument ravis. Mais attention, Dall'Igna déclare aussi: les classements ont été chamboulés et le championnat du monde est de nouveau très ouvert entre les leaders et pas seulement eux. Nous comptons 4 prétendants en à peine 24 points. La saison est longue, comme nous l'avons toujours dit, et tout peut arriver à tout le monde, comme nous l'avons clairement vu. Oui, il est essentiel de ne jamais rien prendre pour acquis pour se battre jusqu'à la fin, et c'est encore plus important cette année. Il faudra bien sûr n'avoir aucun excès de zèle lors de cette saison 2026 pour le constructeur et le pilote qui voudra gagner le championnat. On a une saison quand même assez spectaculaire avec de nombreux pilotes qui peuvent se battre pour la victoire finale, entre des pilotes usines mais aussi des pilotes satellites, plusieurs constructeurs. J'espère que vous vous rendez compte quand même de la chance que l'on a. Pour un championnat du monde, évidemment, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est quand même pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les championnats, que ce soit mécanique ou non. J'aime bien les propos de Dall'Igna parce que déjà, on comprend un peu mieux aussi à quel point Marc Marquez s'est renouvelé au fil des années avec maintenant un style de pilotage, comme il le dit, peut-être moins impressionnant, moins spectaculaire dans le sens qu'il est moins agressif, qu'il en fait moins entre guillemets avec sa moto. On se rappelle des années précédentes où Marc Marquez, la moto, il la mettait en vrac dans tous les sens. Aujourd'hui, il exploite la Ducati comme il faut l'exploiter avec une moto qu'il pilote d'une manière beaucoup plus propre, beaucoup plus soignée entre guillemets. Et ça fonctionne, et surtout ça permet entre guillemets à Marc Marquez, comme le dit Dall'Igna, de limiter les risques pour faire en sorte d'exploiter à 100% la machine, tout en faisant en sorte qu'il prenne moins de risques. Après c'est en lien avec la moto, l'évolution du pilote, mais c'est aussi en lien avec l'évolution du MotoGP. Le MotoGP de 2013 à on va dire 2019 n'est plus le MotoGP actuel, les choses ont beaucoup évolué, et évidemment le pilotage aussi. Pour maintenant conclure cette vidéo, on va parler de KTM avec un gros problème pour eux. Alors, ces derniers temps, au cours de cette saison, on a parlé de positif quand même avec les exploits de Pedro Acosta sur quelques grands prix de cette première partie de saison. On a parlé des problèmes relationnels entre Maverick Viñales et le constructeur, mais on est surtout revenu sur un point, les gros problèmes de fiabilité de cette moto. Rappelez-vous, j'avais déjà fait un sujet là-dessus, cette machine a de gros problèmes, on a souvent vu des pilotes abandonnés en course ou encore en séance d'essai, et après ce week-end du Sachsenring, on a compris qu'en fait, il y avait un véritable souci du point de vue du moteur, et aujourd'hui, KTM est bloqué, et techniquement, ne peuvent pas le régler. Je vais donc revenir sur tout ce que l'on sait de cette situation et de cette sacrée panade dans laquelle est KTM. On commence avec les propos de Pete Beirer, qui reconnaît donc les problèmes liés au moteur. Il a déclaré: « À l'intérieur de nos moteurs, une pièce n'est pas conforme. Nous savons qu'il y a un risque, y compris en matière de sécurité. » Alors vous allez peut-être me dire, oui, il y a un problème dans ces moteurs KTM, on l'a vu au cours de cette saison, le constructeur autrichien va trouver précisément ce problème et va le régler. Sauf que je vous rappelle qu'au cours d'une saison,
les MotoGP ont des moteurs qui sont scellés. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer une pièce ou ouvrir un moteur à sa guise. Et officiellement, la seule solution à cette situation, c'est de demander à tous les autres constructeurs leur aval pour faire en sorte qu'ils disent « Bon, allez, ok, on accepte que, entre guillemets, t'enfreignes le règlement pour ouvrir ton moteur. » Sauf que KTM officiellement a donc demandé l'autorisation à Aprilia, qui a accepté, mais ce n'est pas le cas des autres constructeurs qui ont refusé. Alors apparemment, Honda pourrait peut-être accepter maintenant, mais dans tous les cas, il y a des constructeurs qui ont refusé, et donc KTM est complètement bloqué, ils ne peuvent pas ouvrir ce moteur et donc changer cette pièce qui cause autant de soucis. Donc en gros, on a des abandons, des motos qui coupent, des pilotes qui perdent des points, des pilotes qui perdent énormément de temps, mais c'est aussi un gros problème du point de vue de la sécurité. Comme ce que l'on a pu voir à Barcelone, il y a eu un problème justement sur la moto de Pedro Acosta, et c'est ce qui a amené ensuite l'énorme crash par exemple d'Alex Marquez et d'autres pilotes qui ont été aussi touchés par cet accident. Donc j'entends qu'il y a une règle, j'entends qu'il y a le règlement, je comprends que ça puisse être une situation pas facile. Maintenant, il y a quand même une question de sécurité en jeu. On ne parle pas uniquement d'un point de vue de performance ou de résultat. Là, il y a des motos qui coupent à X moments. Je suis quand même assez étonné que les autres constructeurs, à part donc Aprilia, n'aient pas donné leur aval. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un championnat, bien sûr que ça fait une épine de moins dans le pied, parce que Pedro Acosta c'est quand même un très bon pilote, et donc s'il a des soucis, ça peut lui compliquer ses week-ends, et donc peut-être que ça peut intéresser d'autres constructeurs. Bon, oui, très bien, sur le papier. Mais bon, il y a aussi quand même une grande question de sécurité, que ce soit pour le pilote, mais aussi pour les autres pilotes. Si la moto a de nouveau un problème et que, je sais pas moi, un pilote Ducati, du coup, se recrache dans la KTM d'Acosta, qu'est-ce qu'on va dire? Et encore une fois, ça rejoint l'une des choses que je vous avais dit dans ma précédente vidéo. Des fois, j'ai l'impression qu'on attend d'être dans une situation compliquée ou de franchir même la ligne rouge pour enfin se dire « Ah bon, allez, on va changer la donne ». Là, il y a eu déjà un grave accident quand même à Barcelone. Ça a été très inquiétant. Je pense qu'on a compris que ces machines avaient un sérieux souci. Il faut quand même se mettre d'accord pour changer la donne et faire en sorte que ces KTM, elles arrêtent de couper tout le temps. Et qu'en course, on ne se retrouve pas quand même avec une nouvelle fois, possiblement, un grave accident. Bref, peut-être qu'il y a aussi d'autres choses en jeu. Il faut bien comprendre que ces questions techniques, elles sont assez importante. Peut-être que KTM pourrait possiblement trouver une autre solution et les autres constructeurs le savent. Bon, on peut évidemment discuter pas mal de tout ça. En tout cas, l'information principale que l'on a, c'est celle-ci. Et pour l'instant, ça me laisse quand même très dubitatif. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.